sont l'initiateur. Au fait, suite à des requêtes, suite à des demandes non satisfaites, alors dans la journée d'hier, avec la rencontre avec le ministre de la Défense, ça a mal tourné. Et quand ça a mal tourné, donc ils ont pris des armes, ils ont pris des munitions pour se défendre eux-mêmes. Maintenant, ce n'était plus la voie du dialogue, il fallait maintenant s'imposer par la voie des armes. Et quand un militaire veut s'imposer par la voie des armes, vous savez que c'est l'inimaginable. Alors je me suis réellement dit avec quelques collègues, et pourquoi ne pas profiter? Parce que ne laissons pas seulement ceci à faire, trop c'est trop. Et j'ai profité de la situation, et voilà où est-ce que j'en suis. Vous avez dit que c'était suite à des requêtes non satisfaites que vous avez donc eu à rencontrer avec faire une rencontre avec le ministre de la Défense. Quelles en étaient ces requêtes-là? Non, pas moi personnellement, je dis les sous-officiers et les hommes de rang. Ça fait quelques fois ils se réunissent avec la chaîne de commandement. Quelles étaient les requêtes? Les requêtes se portaient beaucoup plus sur la non-information au niveau du Nord. Les militaires meurent, les attaques se passent, personne n'est informé à temps réel, ou sinon même plus. Les sources d'information sont venues, les téléphones GSM, donc chacun dit du n'importe quoi, il y a la désinformation. Souvent c'est réel, souvent ça ne l'est pas. Et ensuite de deux, nos troupes quelquefois confrontées n'ont pas de secours, ce qui est un constat réel. Et quelquefois aussi le matériel dont ils disposent, dont ils veulent pour faire leur travail, ils ne le recevaient pas. Donc maintenant, ça a été un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol maintenant les a poussés, les a amenés à un niveau où ils ne voulaient écouter personne. On ne veut plus écouter personne. Et ce qui a désigné bien sûr lors de la dernière rencontre avec le ministre de la Défense et son staff, et la situation était favorable, les jeunes m'ont associé, ils m'ont accepté, ils m'ont fait confiance, et je crois que c'est... Justement, pourquoi vous, capitaine, pendant qu'il y a des colonels, il y a des généraux qui sont là, qu'est-ce qui a motivé le choix de vous en tant que capitaine? Je ne trouve pas la réponse. Mon capitaine, dites-moi, après la prise du pouvoir, qu'allez-vous en faire désormais? Très simple. Nous ne sommes pas venus nous éterniser. Parce que si vous regardez déjà les mots de notre mouvement, c'est déjà réforme. Ce qui est capital pour nous. Réforme de l'armée? Pas de l'armée, de l'État. Parce que, en fait, c'est les militaires qui se sont levés pour arriver là. Mais vous convenez avec moi, monsieur, qu'à aucun niveau de la chaîne de l'État ça n'allait. Éducation, 2 décennies, RAS, le recrutement au niveau de la fonction publique, qui n'en sait pas, il faut mettre la main dans la poche. Ce n'est pas le plus méritant qui gagne un poste. Des recrutements se font de façon illégale, au vu et au su du pauvre citoyen, parce qu'il ne peut pas ou se défendre, ou il n'a pas cette possibilité de se faire aider. Il regarde comme ça l'opportunité passer. Et alors, où allons-nous? Donc c'est pour vous dire que les civils savaient quelquefois, ils se levaient pour réclamer. Mais c'est différent du cas de l'armée. Nous, on se lève avec quelque chose que les civils n'en disposent pas. Donc, c'est pas au fait à cause de l'armée seulement. Si on vous écoute, donc la situation au nord n'est pas la seule raison qui a poussé à la prise du pouvoir hier. Pour nous militaires, c'est les 70%. Mais en tant que citoyens aussi, la cherté de la vie nous touche. Le fait qu'il n'y a pas d'école touche nos enfants. Le fait qu'il n'y a pas de boulot touche nos femmes, nos frères, nos soeurs. Parce que vous savez, généralement, on est parents pauvres. Hein? Mais au-delà de ça, pour ce qui concerne ce pouvoir, j'aimerais le dire ici tout de suite. Nous ne sommes pas venus nous éterniser. Non, loin de là. Nous ne sommes pas venus aussi faire ce que nos prédécesseurs ont eu à faire. Sans quoi on n'aurait pas dû amener changement. Mais nous sommes venus d'abord exiger de bonnes conditions de vie, de traitement, de salaire. Tout ce qui peut concerner la bonne marche d'une armée digne, noble, professionnelle et efficiente. On va lutter pour ça. Maintenant, une fois que chaque soldat à chaque niveau sait qu'il est nourri, logé, entretenu, soigné, pris en charge aux besoins, c'est ce que ça nous pousse à leur donner une formation de qualité. Et quand il y a tout ça, plus une formation de qualité, on a un soldat de qualité. Donc le résultat est positif. Sans ça, on ne marche pas. Ça, c'est notre première mission. Première mission. C'est bon là. Et la seconde, au-delà de tout ça, et je m'en vais vous dire, si déjà on veut que ce soldat soit dans ses meilleures conditions de formation, d'entretien, tout, mais n'oublions pas que ce soldat-là a un fils chez lui. Que ce fils-là ait une éducation décente. Qu'il ait réellement une éducation de qualité. N'oublions pas que ce fils-là, après son éducation de qualité, a besoin d'un boulot. Qu'il ait un boulot
Pas parce que c'est le fils d'un tel ou un tel, mais par compétence, pas par personne. Nos épouses sont là. On veut des programmes pour elles. Elle ne peut pas venir s'attacher. La majeure partie de nos épouses, pratiquement, sont analphabètes. C'est ce qu'on appelle encore ménagère et regrettable. Ménagère. Quelque chose qui, au XXIe siècle, devait au moins disparaître. Mais on l'a encore ici en Gogo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos épouses? Pour les aider dans leur quotidien? Pour les faire changer cette fonction de ménagère pour qu'elle soit beaucoup plus productive dans la société. Je sais qu'au Mali ça existait quelque part, mais nous, ça ne nous a pas touchés. Nos épouses ne l'ont pas senti. Justement, mon capitaine, avant de revenir à la feuille de route, pourquoi doit-on vous croire quand ailleurs d'autres officiers comme vous ont promis de remettre le pouvoir aux civils et on a vu la suite, soit ils se sont éternisés au pouvoir ou ils ont organisé des farces d'élection pour rester au pouvoir. Vous, sur quoi devons-nous nous fonder pour croire désormais en votre parole donnée? Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Il y a des mots que je dois utiliser pour qualifier ma personne. Honnête, sincère, et je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Si les quelques-uns ont dû dire non, j'ai pas besoin de ça en partant pour revenir, moi j'ai même pas dit j'ai besoin d'avoir une plus forte raison de revenir. Dans combien de temps allez-vous remettre le pouvoir à un président démocratiquement élu, comme vous l'avez dit hier dans votre communiqué? Encore une fois, on ne vient pas s'éterniser. Je promets ça au peuple malien. Je promets ça au peuple malien. 3 mois, 6 mois, 9 mois, ça va dépendre de toute cette structure qu'on veut mettre en place, qui devient maintenant un acquis pour le soldat que je dois redevenir. Point bas. Quelqu'un d'autre fera le reste. Est-ce que déjà vous êtes en contact avec la classe politique? Je vous dis encore une fois, soyons un peu prudents de ne pas nous prononcer trop sur la durée, mais sur la mission. Pour le moment, j'ai des contacts avec la classe politique à certains niveaux. Parce que nous, dans notre structure comme ça, on ne peut pas vivre isolé. Plus on vit isolé, plus on ne fera que souffrir. Tu es obligé d'avoir ce contact extérieur avec la jeunesse, avec les personnes de ressources, avec tout ce que vous pouvez imaginer un tout petit peu, qui peut rentrer en compte pour la marche de ce qu'on appelle État, d'un État ou réellement d'une bonne nation. On est obligé de prendre contact avec ceci et sous peu de temps, un comité sera là, constitué de toutes les forces vives de la nation, sans exception, mais constitué aussi de représentants dignes de ces forces vives. Qu'allez-vous faire pour restaurer la sécurité dans le nord du pays? La sécurité du nord du pays, on est déjà là-dessus. Je ne vais pas me permettre de prononcer tout de suite toutes les stratégies mises en place, parce que n'oublie pas, c'est un État conflictuel. Mais ce qui est sûr, on trouvera les personnes ressources, on trouvera les moyens nécessaires, c'est-à-dire pour lutter contre ce fléau. Et Inch'Allah, le but numéro 1 de notre problème, c'est la paix dans le nord, parce que le Mali est indivisible. Est-ce que la situation est désormais irréversible? Je veux dire, les informations qui nous parviennent disent que bon, voilà, il y a certains camps qui veulent résister. Est-ce que dans votre tête, la situation est désormais irréversible? Vous êtes désormais le seul maître à bord avec vos éléments, bien sûr. Monsieur, je vous dis quelque chose. Même en dormant avec sa propre femme, la sécurité à 100% n'existe pas. C'est ma réponse. Et la population se trouve un peu inquiète parce que bon, des gens profitent de cette situation pour commettre des bavures. Avez-vous un message? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans la capitale? Depuis hier, après l'assaut du palais, et ensuite la prise des points sensibles de Bamako, la mission que j'ai confiée d'abord aux forces de garde, de gendarmerie et de la police. Et là aussi, pourquoi je n'ai pas associé l'armée? Parce qu'on n'est pas une force de maintien de paix. Mais maintenant, les forces spécialisées que je dispose à mon niveau, je les ai envoyées sur le terrain pour sécuriser un maximum de lieux. Mais vous savez, dans des trucs comme ça, vous avez vécu l'événement 91. Surtout, il y a des gens qui ne profitent qu'à des occasions. Tel n'est pas notre objectif. Et je profite pour demander au peuple malien, à tous les niveaux, dans les villes, dans les campagnes, nous ne sommes pas venus pour casser. Nous condamnons les casses, nous condamnons les actes de vandalisme. Ceux qui sont en train de le faire, qu'ils l'arrêtent. Sinon, mettront tout en œuvre pour mettre un terme. Et ceux qui ne l'ont pas encore construit, qu'ils soient des porte-parole ou des conseillers auprès des autres. Et à mes camarades militaires, sous peu de temps, une fois que la situation serait acquise, qu'ils retournent dans les garnisons.
c'est les rassemblements qui vont continuer. La vie au quotidien du soldat va continuer. Pendant ce temps, une structure mettue en place avec les équipes bien sûr concernées se chargeront de le mettre dans leur droit jusqu'au plus petit centime. Le gouvernement de transition que vous allez former sera-t-il dirigé par un civil ou par un militaire? Cela, je préfère laisser ça au jour à venir. Parce que je vous ai dit, moi mon objectif, c'est pas la personne, mais la compétence. Mais sera-t-il ce gouvernement en majorité composé de civils ou de militaires? C'est qui sera nécessaire. Quelles sont vos relations à l'heure où je vous parle avec la communauté internationale et qu'entendez-vous faire? Mes relations avec la communauté internationale, pour le moment, les quelques-unes que j'ai, je préfère faire de ça mes dernières pièces d'or. Mais dans les jours à venir, vous en saurez plus. Mon capitaine, quel est le sort qui sera réservé à l'ancien président? Ou est-il, quel sort sera-t-il réservé à l'ancien président, le général Amadou Toumani Touré? Vous savez, il ne sert pas à une tête et du queue. J'ai assez de ministres avec moi ici. J'ai la confiance de toutes les forces armées et de sécurité, sans exception. Les gens sont en train de faire amalgame au niveau de Bamako, au niveau international. C'est nous qui nous réclamons putschistes, c'est nous qui nous réclamons trucs, on nous traite de mutins, de trucs. Non, je change le terme. Nous sommes des soldats qui ont juste pris conscience de la réalité et avons pris le risque de nous lever pour quelque chose. Nous, on ne tue personne. Je ne tue personne. Mais c'est que sur le moment opportun, chacun va répondre de ses actes devant une juridiction compétente. C'est pas à moi de les juger. On peut parler d'une chasse aux sorcières, non? Une chasse aux sorcières, le peuple malien va m'aider à faire. Même si ça devrait l'être, je serai que chef d'équipe, mais le peuple malien sait déjà qui est qui a fait quoi et à quel niveau. Justement, à ce peuple, qu'avez-vous à lui dire? Ce peuple, je lui demande confiance, je lui demande humilité, je lui demande surtout le pardon. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir pardonner. Il faut savoir accepter l'autre malgré les différences. Il faut savoir accepter l'autre malgré ce qu'il a commis comme acte. Ça, c'est quelques-unes de nos valeurs aussi de l'Afrique, spécifiquement du Mali. Ces gens, ils seront peut-être, si j'ai l'opportunité, ils seront jugés par des juridictions compétentes. Ils auront la peine qu'ils méritent. Si vous avez fait votre devoir, mais on décide de les laisser aller dans leur champ ou chez eux. Je n'en trouverai pas mot. Et le soldat qui est en train de me suivre, à quelque niveau que ce soit, ce jour-là ne va se plaindre. Parce qu'au moins, je leur ai donné ce que j'ai promis. Avant-dernière question, certaines mauvaises langues pensent que vous êtes plutôt manipulé par certains leaders de la classe politique. Je vous dis d'ores et déjà que je n'ai même pas de côté politique. Permettez-moi l'expression. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans ma vie, je n'ai jamais voté. On peut vous reprocher de n'avoir pas été un bon citoyen. D'une manière, oui. Parce que si tu me donnes 3 candidats et je n'ai confiance à aucun de ces candidats, je préfère ne pas voter. Choisissez de ne pas choisir. De ne pas choisir. Mon capitaine, tu prendras. Alors, dernière question, on veut bien faire vraiment 24 heures avec vous, mais vous êtes vraiment fatigué. Dites-nous, à la fin de votre mission, quelle est l'image que vous souhaiterez que le peuple malien et l'Afrique en général gardent de vous? L'image que je souhaiterais que ce Mali et l'Afrique gardent, pas de moi seulement, mais de moi et de mon équipe que je n'oublierai jamais. Parce que l'équipe là a forgé un truc formidable pour que je sois là assis aujourd'hui devant votre caméra. Le jour où je vais partir, c'est primo être en mesure de servir encore mes unités comme chef de corps, comme quoi d'autre, c'est un plaisir. Je n'ai connu le métier des armes. Mais en ce moment, vous serez un ancien président. Maintenant, ancien président très fier de servir son armée. Mais de deux, qu'à ce temps, le Mali, surtout avec les forces qui contribuent à l'Union africaine actuellement, est une force compétitive, professionnelle, équipée, dans leurs droits, à l'abri du besoin. Et ensuite, que ce pays-là retrouve la paix, la quiétude, le pardon. C'est l'image que je veux que le Mali ait de moi et de mon équipe au moment de partir. Mesdames, Messieurs, c'était là donc une interview exclusive du capitaine Sanogo, le nouvel homme fort du Mali, lui qui a pris le pouvoir avec sa troupe il y a juste 24 heures. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et très bonne suite de programme sur Afrique.